Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le résultat d'une enquête que nous avons réalisée dans le cadre du réseau Équin au printemps, fin d'hiver 2012 et printemps 2012. Donc, dans le cadre du réseau, des fermes de référence suivies sur le terrain. J'associe aussi à cette étude les gens du RESP qui ont été consultés, ainsi que certains membres de l'AVEF et Étienne Zindel de l'INRA qui ont collaboré par leur conseil à l'établissement du questionnaire et ensuite à l'analyse aussi un peu des résultats. Nous nous sommes posé la question de travailler sur les questions sanitaires parce qu'au bout de quelques années de suivi des exploitations de référence, il y a beaucoup de techniciens, d'ingénieurs réseau qui sont ici dans la salle, on s'est aperçu qu'il y avait une grande variabilité des coûts vétérinaires et qu'on ne s'expliquait pas. Donc on a voulu savoir quelles étaient les raisons de ces variabilités. Est-ce qu'il y avait des explications techniques? Est-ce que c'était des stratégies qui différenciaient les élevages des uns des autres? Et donc on a posé la problématique avec ces quelques questions. Comment se constituent les frais vétérinaires? Avec quel coût? Et comment on peut expliquer cette variabilité? Quelles sont les pathologies dominantes repérées par les exploitants dans les structures qui sont en suivi dans nos réseaux? Quelle est la variabilité des pratiques chez les détenteurs d'équidés, et est-ce qu'on peut définir des trajectoires soit économes, soit au contraire très coûteuses parce que très préventives, enfin on espère qu'elles sont coûteuses parce que préventives, et non pas coûteuses parce qu'elles sont le résultat de pathologies très prégnantes dans les structures. Alors, on a plusieurs façons de présenter les résultats. D'abord, à travers une analyse générale des pratiques et des coûts, une analyse par système de production équin, et une analyse par classification automatique, sur laquelle je reviendrai. Je ne vais pas vous parler de l'analyse par système, parce que l'analyse par système, vous l'avez dans votre plaquette, à travers ce petit fascicule, qui va reprendre pour les élevages de trait, les élevages mixtes, les élevages spécialisés, les structures centres équestres et autres, l'essentiel des éléments acquis au cours de cette enquête. Donc je vais me focaliser sur les deux autres points, une approche plutôt générale, et puis une analyse ensuite par classification automatique sur la base des coûts sanitaires par équin. D'abord, voici la carte de France des exploitations enquêtées. Donc au total, on a récupéré 155 enquêtes, ce qui était un très bon taux de remontée, puisqu'on a démarré l'enquête un peu tardivement en saison. Et puis il manque ici des régions, mais des régions qui avaient peu d'antériorité dans les suivis équins, donc qu'on n'a pas mobilisé à cette époque-là pour l'ensemble de cette enquête. Ça a mobilisé 38 enquêteurs sur 51 départements. Donc une couverture territoriale assez bonne finalement, même s'il y a quelques blancs sur la carte. Lors de cette enquête, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de difficultés. La définition même des frais sanitaires. Qu'est-ce qu'on met dans les frais sanitaires? Alors, des traitements, des interventions, des pratiques, mais parfois il y a aussi du suivi gynécologique. Il y a un certain nombre parfois même il y a de la dentisterie, de l'ostéopathie, enfin il y a un certain nombre de pratiques et on n'y voit pas toujours très clair, même quand on veut dépouiller finement les comptabilités. Alors Stéphane Deminguet tout à l'heure disait qu'on avait des chiffres précis. On a des chiffres précis parce qu'on passe beaucoup de temps à décortiquer ces factures et parfois même on n'arrive pas à vraiment séparer les actes et les différents coûts. Notamment, on a parfois des factures de vétérinaires sans distinction du coût de l'intervention par rapport au coût du médicament, voire intégrant des protocoles sous contrat d'intervention avec les éleveurs. Donc c'est quelque chose d'assez difficile, il faut vraiment passer du temps à l'analyse des factures et retourner quasiment au facturier pour avoir une vision à peu près claire, bien qu'avec quand même quelques incertitudes sur ces niveaux de coûts. L'autre question et l'autre difficulté, c'est sur quel type de chevaux on travaille. Dans les exploitations équines, il y a beaucoup d'allées et venues de chevaux, de mouvements, qui ne sont pas tous propriétés de l'exploitation. Donc est-ce qu'on travaille sur les coûts facturés aux détenteurs, sur les coûts aux chevaux en propriétaire? Il y avait aussi autour de ça un certain flou méthodologique qu'il a fallu régler en amont. On a un effectif d'enquête intéressant, 155 c'est déjà pas mal, mais c'est trop peu pour essayer de mettre en relation des niveaux de coûts avec des niveaux de performance technique ou sportive au sein des structures. On peut faire quelques analyses de corrélation, mais pour aller chercher finement les explications d'un niveau de coût sanitaire élevé, on va quand même avoir du mal sur le plan statistique. D'autant plus si on fait une analyse par système, où on va forcément réduire les échantillons. Et puis il faut faire aussi avec les défauts de mémoire des éleveurs. Parfois notre peu de connaissances en matière de gestion sanitaire ou de pathologie, nous ne sommes pas des vétérinaires, donc on peut aussi passer à côté parfois d'éléments de réponse ou d'explications.
Et puis, toutes les informations ne sont pas forcément disponibles. Voilà. Alors, malgré tout ça, je remercie tous mes collègues là, des réseaux qui ont œuvré sur le terrain parce qu'on a remonté quand même beaucoup d'informations. Les enquêtes étaient longues, parfois elles ont été jugées même trop longues, mais parce qu'elles se voulaient précises, ou en tout cas le plus exhaustives possible. Et donc on a collecté beaucoup de choses, et on a, je pense, fait un premier pas sur un sujet qui reste quand même encore complexe et qui mériterait de continuer de travailler dans le cadre des réseaux. Très brièvement, pour faire un peu un panorama du public rencontré, on a un quart d'élevage spécialisé, un quart de centres équestres, et puis après, ça se répartit voilà, sur une vingtaine ou une trentaine d'élevages mixtes en pension, élevage de trait, et un petit groupe de fermes équestres, avec une dizaine de fermes équestres. Et vous voyez que le nombre d'équidés dans les structures, en moyenne, est à peu près homogène. On est entre 30 et 40 dans chacune de ces familles, chacun de ces systèmes. Voilà le point de départ de notre interrogation. Cette variabilité observée quand on fait un traitement par famille, par système d'exploitation, vous voyez la grande variabilité à travers ces boîtes à moustaches, avec des minimums proches de zéro, et puis des maximums qui peuvent atteindre 450 € par équidé et par an. Et puis, même à la lecture de ce graphique, on peut déjà repérer quelques petites choses. On avait déjà l'impression que les éleveurs de trait, ils étaient plutôt dans des logiques économes. Et que les éleveurs, les détenteurs de structures de pension étaient plutôt dans une forme de prévention assez massive. Et on avait déjà ces impressions-là a priori. Donc on va les confirmer progressivement au cours de l'étude. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de pratiques dans les structures, et notamment la tenue du registre sanitaire. Bénédicte Ferry a évoqué ce résultat. Vous voyez que pour ce qui concerne ce registre sanitaire, il n'est présent que dans un élevage sur deux, en moyenne sur l'échantillon. Et selon les familles, c'est même une pratique plutôt rare. Dans les pensions, simplement un tiers des effectifs enquêtés avaient un registre sanitaire. Si on regarde un autre élément de gestion sanitaire, administratif, la conservation des ordonnances, vous voyez que ce n'est pas non plus une pratique systématique dans toutes les structures. Et nos élevages de trait, là, finalement, sans doute avec une approche un peu agricole et en diversification d'autres productions, sont finalement les meilleurs élèves de la classe. Box de poulinage, quelques équipements très rapidement. Vous voyez que le box de poulinage est très souvent présent dans les exploitations, pas toujours systématiquement utilisé, et encore moins systématiquement nettoyé après les poulinages. Alors, il y a une corrélation entre son utilisation, faible dans les systèmes d'élevage trait, avec le taux de poulinage en plein air. Évidemment, quand ça pouline dehors, on a moins besoin d'utiliser le box de poulinage. Mais un équipement qui, pourtant, apparaît comme une nécessité ou un minimum à avoir, très présent, mais pas toujours très utilisé. Même chose pour le box d'isolement. Alors, j'insiste pas. Ça va de moins d'un centre équestre sur deux équipé de cet équipement jusqu'à près de 80% pour les fermes équestres, avec là des taux d'utilisation qui sont quand même assez proches de 100%. Autour du poulinage, quelles sont les pratiques des éleveurs? Une très bonne surveillance, pratiquement tout le monde assure la surveillance post-poulinage, donc la levée du poulain notamment. Une désinfection du cordon ombilical, qui est pourtant un geste simple qui nous apparaissait presque évident, ça n'est présent que dans 2/3 des structures. Le sérum antitétanique présent dans 60%, le sérum contre la septicémie dans moins d'un élevage sur deux. Par contre, on s'assure de la prise du colestrum, mais si on s'assure de la prise du colestrum, on vérifie rarement la qualité du colestrum, moins d'un élevage sur 10. Voilà, alors, on rentre un peu dans le détail. En matière de gestion du parasitisme, là, on avait quand même quelques a priori qu'on cherchait à vérifier en matière de trajectoire. Bon, la première observation, c'est que très peu d'éleveurs prennent conseil pour établir un protocole de gestion du parasitisme. Et quand ils le font évidemment principalement avec leur vétérinaire, ce qu'on ne peut que leur conseiller de faire. Mais ça veut dire que les 2/3 vont avoir des pratiques hors du conseil ou avec peut-être un conseil ancien.
Et ce qui est important à regarder, c'est que 94% des exploitations traitent de manière systématique, ce qui veut dire qu'on traite tous les ans, toutes les catégories, souvent au même moment, et sur des bases d'estimation de poids, ce qui est finalement assez classique, même dans les autres productions d'animaux de rente, mais que quand vous regardez l'histogramme en dessous, on est aussi dans un traitement identique, ce qui veut dire aussi identique en termes de molécules utilisées. Près de 60% des exploitations utilisent un traitement, pour la gestion du parasitisme, l'ivermectine. Donc si on cumule utilisation systématique, faible variabilité des molécules utilisées, plus la fréquence de vaccination, on est en moyenne entre 2 et 3 vaccinations par équidé par an, avec des écarts qui vont de 1 à 7, on est en train de cumuler tous les éléments pour favoriser la résistance du parasite aux moyens de traitement actuels. Quelques éléments de coût en matière de dentisterie et de maréchalerie. Alors, là aussi, des variabilités très importantes entre familles. Quasiment absent le dentiste dans les exploitations de trait, on le voit là, très peu pratique, et quasiment systématiquement intervenant dans les élevages de pension, dans les écuries de pension ou dans les centres équestres, avec des coûts qui vont donc monter en conséquence. Mais un des points les plus importants en termes de coûts, ça reste les frais de maréchalerie. Alors il n'y a pas tellement de surprises, on sait bien qu'ils vont évoluer en fonction du degré d'utilisation sportif de l'équidé en question. Et donc dans les élevages de trait, on n'a quasiment aucun frais de maréchalerie, et on va monter un maximum dans les écuries de pension, où le cheval est là pour être valorisé, amélioré et donc fortement utilisé. Si on regarde l'ensemble des critères qui expliquent les frais sanitaires par équidé, vous avez ici les facteurs, les critères, les variables les mieux corrélés à l'explication des frais sanitaires par équidé. Les premiers sont relativement peu significatifs, puisque le coefficient de corrélation se situe entre 0,5 et 0,7. On commence à être dans une significativité plus importante quand on parle des coûts antiparasitaires par équidé, voire des coûts de maréchalerie. Donc si on a un conseil ou une recherche d'optimisation à faire sur le plan du coût, sans doute faudra-t-il porter son attention sur ces deux postes les mieux corrélés à la variable frais sanitaires. Cependant, quand on regarde les coûts annuels des visites vétérinaires, les coûts de vaccination, les coûts des visites vétérinaires plus ponctuelles, ici on est plutôt dans les protocoles d'accompagnement, les coûts des médicaments, l'ostéopathie, dentisterie, il y a quand même une explication de la variance entre 26 et 42%. Donc, faible corrélation, mais quand même, une partie de l'explication de cette variabilité des frais sanitaires provient de ces variables. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder une autre façon de prendre ces résultats à travers une classification automatique faite sur Sphinx. Donc, on va chercher à rapprocher les exploitations par niveau de coûts sanitaires en euros par équidé. Et donc, on va distinguer 6 classes. 6 classes avec des coûts qui vont varier pour la première classe qui regroupe 51 structures, qui vont être de l'ordre de 63 €, et on va monter jusqu'à 1200 € sur la dernière classe. Alors on va oublier les deux dernières classes qui sont très faiblement représentées, qui sur le plan de significativité ne veulent rien dire, mais on va se concentrer sur les 4 premières, et vous voyez quand même que la variabilité des frais sanitaires varie de 63 à 480, c'est-à-dire dans un facteur de 1 à 8. Donc rappelons-nous que dans la première classe, on est autour de 63 €, et dans la dernière, la quatrième, on est autour de 480 € par équidé et par an. Alors, qui trouve-t-on dans ces classes? Eh bien, on va d'abord trouver, dans la première classe, quasiment tous les élevages de trait. Alors, on n'est pas très surpris, parce qu'on avait bien vu qu'on était plutôt dans une approche, on va dire, plutôt d'élevage d'animaux de rente, avec une faible rentabilité, donc quelque part une recherche d'économie un peu maximale. On est dans une approche encore très agricole, on va dire. Dans la classe numéro 1, donc essentiellement des exploitations de trait. Dans la classe numéro 2, on va trouver les fermes équestres, qui sont très fortement corrélées à cette classe. Et puis aussi, on va trouver une grande partie des centres équestres. Pratiquement une moitié de centres équestres.
Et enfin, dans la classe 3 et 4, c'est-à-dire les classes où les coûts sont les plus élevés, on va trouver quasiment la totalité des pensions, des écuries de pension. Alors, les autres systèmes spécialisés, vous voyez, qui se répartissent un peu partout, mais plutôt d'une manière plus importante dans les 3 premières classes. Donc, c'est pas parce qu'on est spécialisé qu'on est forcément porté vers la dépense sanitaire très élevée. On voit qu'il y en a 45% qui se retrouvent quand même dans une gestion très économe. Même chose pour les élevages mixtes. Alors les élevages mixtes, ce sont ceux qui allient la production équine avec la production le plus souvent bovine, et notamment de bovins mâles, de bovins viande, pardon. Alors, quand on regarde l'évolution de ces coûts, la composition de ces coûts en fonction des classes, donc on trouve évidemment un petit peu de tout. Tous les postes de charge sont présents dans les 4 classes, évidemment. Mais ce qui va très rapidement progresser, ce sont les charges de visite vétérinaire, la zone bleue en bas de l'histogramme, et surtout les frais de maréchalerie, qui sont ici adossés aux autres coûts vétérinaires, coûts sanitaires, pardon. Et notamment les coûts antiparasitaires, le petit bloc vert ici, qui va quand même être en forte progression dans ces différentes classes. Alors je laisse de côté, mais vous l'avez quand même sur l'illustration, les 2 autres classes, vous voyez qu'on est dans des pratiques en termes de coûts maréchalerie, voire de coûts d'antiparasitaires, vaccination et autres, très élevés par équidé. Ces différences de coûts vont s'expliquer aussi, on l'a vu, on a vu dans l'histogramme précédent, on voit progresser le coût des visites vétérinaires. Eh bien, il est effectivement confirmé par la fréquence de ces visites dans les structures, puisque dans la classe 4, on est pratiquement à une visite par équidé présent. Donc on est sur un effectif de 30 équidés, c'est-à-dire 30 visites par an quand même. Alors une question qu'on peut se poser, c'est quand on a des coûts sanitaires élevés, est-ce que c'est parce qu'on est dans la prévention, parce qu'on est dans l'absence de prévention et qu'on gère de la pathologie, ou est-ce que c'est la pathologie présente qui génère les coûts? En fait, il semblerait qu'on soit dans la deuxième solution, c'est-à-dire que c'est bien dans les classes 3 et 4 que l'on a les pathologies les plus fréquemment rencontrées, que ce soit les pathologies liées à la reproduction, des affections des appareils locomoteurs, des maladies digestives, etc. Et dans notre groupe économe, finalement, des exploitations qui sont dans des stratégies, alors à la fois des stratégies économes et faiblement apparemment exposées aux pathologies. On a parlé tout à l'heure longuement des vaccinations, et là on est quand même un peu surpris de voir un relativement faible taux de couverture vaccinale dans les structures. Vous le voyez dans le groupe 1, dans la classe 1, on est de l'ordre d'un tiers des exploitations qui vaccinent l'ensemble de leurs effectifs équins. Alors on monte à 75% dans le dernier groupe ici, mais ce n'est pas un taux de pratique de 100%. Et la rhinopneumonie, dont on a beaucoup parlé juste dans l'intervention précédente, vous voyez que le taux de vaccination dans nos échantillons est relativement faible. Et puis l'autre chose quand même à signaler, c'est que si le premier rappel est à peu près fait partout, quand il y a une vaccination, le deuxième rappel, lui, il est très peu pratiqué. Donc ça interroge quand même sur le message qu'on fait passer en termes de respect de protocole et d'efficacité ensuite de ces protocoles que l'on peut trouver derrière. Alors j'en arrive à une forme de présentation de conclusion là, sur ce bilan de classification automatique. On retrouve dans la première ligne ici les systèmes qui ont une dépendance significative entre le système et la classe. Donc dans la classe 1, on va trouver les élevages de traits extrêmement corrélés. Dans la classe 2, les fermes équestres. Dans les classes 3, l'ensemble des structures de pension. Et puis il y a des systèmes qui vont être un peu plus répartis entre les différentes classes. C'est le cas des élevages mixtes, qui se répartissent principalement sur les 2 premières classes. Quant aux élevages spécialisés et centres équestres, ils vont être répartis sur les 3 premières classes. Mais pour ce qui est des élevages mixtes spécialisés et centres équestres, la répartition dans les différentes classes n'est pas significative. On ne peut pas attribuer un système à une classe pour ces 3 systèmes décrits
entre élevage mixte, spécialisé et centre équestre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement face à la gestion sanitaire de ces différentes classes? Dans le système 1, qu'on va pouvoir qualifier d'économe, avec des coûts de l'ordre de 63 € par équin, on est dans une démarche économe, avec une volonté d'autonomie affirmée et recherchée par les éleveurs. On est plutôt dans une approche d'animaux de rente, c'est-à-dire qu'on est quand même souvent dans une approche un peu dépassionnée quand même de l'élevage équin. Et puis, on accepte la prise de risque, qui est parfois une prise de risque assez importante, vu pour certains élevages le peu d'interventions ou de mesures préventives pratiquées. Dans la classe numéro 2, on est encore dans un raisonnement, on va dire, un peu agricole d'animaux de rente, où l'animal où le cheval est un sujet de valorisation, on va dire, à travers soit l'enseignement, soit la production. On a encore une volonté de conserver une part d'autonomie importante. Les interventions et les traitements sont quand même limités, même avec une volonté de minimiser les risques. Et on est dans des protocoles qui sont encore un peu spécifiques et appliqués aux différentes catégories animales avec quelques distinctions. Quand on passe dans les classes 3 et 4, là on est dans un changement assez radical. On est dans une gestion préventive qui se renforce de la classe 3 à la classe 4. Les interventions du vétérinaire deviennent de plus en plus fréquentes. On refuse la prise de risque quasiment. Et on est dans l'utilisation de protocoles souvent systématiques, avec une progression bien sûr des coûts qui sont très élevés, puisqu'on va passer dans la classe 4 à un coût par équidé de l'ordre de 480 €. Voilà, alors en guise de conclusion, il y avait quelques hypothèses de départ. La première, c'était les systèmes d'élevage de trait et mixte. Nous semblait-il se distinguer des autres par une approche un peu plus agricole, un peu similaire à ce que l'on peut voir dans les autres productions, notamment de ruminants. Ça a été confirmé. Effectivement, on est dans une approche plutôt agricole, un peu dépassionnée par rapport au cheval, enfin dépassionnée par rapport à ce qui est exprimé par nombre d'éleveurs en matière détenteurs d'équidés. La deuxième, c'était les stratégies de gestion sanitaire diffèrent selon les systèmes et expliquent la variabilité des frais sanitaires, c'est vrai. La composition des frais sanitaires par équidé varie en fonction des systèmes, c'est vrai également. Vous pourrez aussi le voir de manière plus précise dans la brochure que vous avez dans votre plaquette. Et puis, les éleveurs ont une approche systématique du traitement, oui, sans doute trop systématique, avec des protocoles qui sont appliqués de manière identique chaque année, peu remis en cause, avec une persistance des mêmes produits utilisés selon les mêmes protocoles. Donc là, il y a quand même certainement des choses peut-être à revoir et à faire progresser au niveau de nos éleveurs. Et puis, on a quand même regardé s'il y avait une corrélation entre ces coûts sanitaires par équidé et la performance économique de l'exploitation. Eh bien non, enfin oui, il y en a une, mais elle est négative. La corrélation est négative à 0,6. En fait, plus les coûts sanitaires augmentent et plus la performance économique de l'exploitation se dégrade. Tout à l'heure, il a été exprimé un coût sanitaire de l'ordre de 4,5% du produit. Alors nous, on ne l'a pas regardé sur le produit, on l'a regardé sur les charges opérationnelles. Les frais sanitaires, tout compris, représentent entre 12 et 21% des charges opérationnelles. Ce n'est pas le poste le plus important, ça fait partie des postes qu'il faut sans doute surveiller, sur lesquels il y a des marges de progrès, pour certains limitées, mais sur lesquels aussi on peut améliorer à la fois l'approche économique de ce poste-là, et puis aussi le raisonnement technique qui peut être derrière, parce que je pense que là aussi, il y a quand même quelques améliorations pour bon nombre de nos éleveurs, même dans les réseaux de référence. Je vous remercie.